Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Pour ceux et celles d'entre vous qui me suivent ou me connaissent, vous savez que la danse est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Au-delà du pouvoir qu'il apporte en tant que loisir et moyen d'expression, j'ai la conviction que la danse a un rôle beaucoup plus important et prendra un rôle plus important dans nos sociétés dans les années à venir. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Scheherazade Boyé-Tami pour parler de la danse pour tous. Scheherazade est danse-thérapeute, sophrologue, psychomaticienne et fondatrice de l'association La Danse des Femmes. Scheherazade, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bonjour Dunia, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'association que tu as créée, La Danse des Femmes ? Alors à La Danse des Femmes, nous défendons avant tout le droit à la danse pour tous, quelle que soit l'histoire, quel que soit l'âge, le métier, l'état de santé de chacun. Défendre le droit à la danse pour tous, c'est s'engager pour que plus aucune femme ne s'interdise de danser et que le plus grand nombre puisse accéder à ces bénéfices. Et pour cela, on a donc créé une association il y a 11 ans et qui œuvre au bien-être global des femmes par la danse à travers différentes missions. Alors d'abord, on a une mission autour de la prévention de la santé des femmes dans le cadre de diverses participations à des événements tels qu'Octobre Rose, la Cancer Pride. On a aussi une mission autour de la mobilisation pour les droits de la femme. Et on participe dans des actions dansées lors de journées internationales de la danse ou des journées internationales du droit des femmes, l'action en faveur des femmes isolées, des victimes de violences. Donc on va danser, on s'intègre, on est invité, on va frapper à la porte de certaines associations pour apporter la danse et partager la danse avec ces femmes. Et puis il y a aussi toutes nos actions de marrainage bien sûr qui nous tiennent à cœur. Et puis on a aussi une mission d'accompagnement de la vulnérabilité. À travers la danse, on peut agir positivement et c'est ce que nous faisons sur toutes les périodes difficiles que peuvent vivre les femmes en particulier. Et là, on parle de divorce, de burn-out, de maladie et particulièrement le cancer pour lequel nous sommes particulièrement engagés. Et pour faire tout cela, on se repose sur une méthode qui est une méthode collective de développement personnel par la danse et qui trouve ses sources dans plusieurs disciplines, dans la sophrologie, puisqu'elle permet d'avoir conscience de son souffle, d'être en lien avec le vivant, chaque inspi, chaque expi, d'accéder à ses ressentis corporels. Et c'est une manière d'être au monde, finalement, d'être en relation avec soi et le monde extérieur aussi. Et de prendre conscience de ses possibles. Ça, c'est l'aspect sophrologie. On utilise aussi la méditation, qui est une manière d'habiter son corps, d'être en pleine présence, d'être là et nulle part ailleurs, dans sa danse. On utilise évidemment la danse, alors particulièrement la danse orientale. On a aussi des influences autour de la danse contemporaine, de la danse africaine, afin d'habiter son corps de femme. Et on a la dimension énergétique qui permet en fait la co-construction d'un espace bienveillant, rassurant, ressourçant, sans jugement, où chacune des femmes peut être elle-même.
Merci pour cette précision et pour les informations que tu nous as données chez Azad. Alors pour les femmes qui seraient intéressées par en connaître davantage sur vos ateliers, où peuvent-elles vous trouver? Dans quelle ville vous intervenez? Et quelles sont les modalités pour vous rejoindre? Alors, la danse des femmes a aussi une mission d'enseignement. On n'en a pas parlé et on en parle là maintenant, c'est l'occasion. On a créé une formation qui nous a permis de créer un pilote et la danse des femmes existe maintenant donc à Paris, à Bordeaux et à Annecy. Et nous développons là cette année la formation de la danse des femmes afin qu'il y ait de la danse des femmes un peu partout en France et elle sera ouverte à partir de septembre. Sinon, évidemment, c'est pour en savoir davantage, c'est notre site internet et notre Instagram, la danse des femmes. Parfait, merci. On mettra le lien sur le descriptif Oui, de l'épisode. avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer la danse des femmes? J'avais envie d'offrir un espace où chacune a l'occasion de devenir une meilleure version d'elle-même grâce au collectif féminin. C'est un peu mon histoire. Moi, je suis nord-africaine d'origine et j'ai toujours vécu dans un collectif féminin. Mes tantes, mes cousines, ma grand-mère, maman, j'ai été dès mon plus jeune âge baignée dans cet esprit où on peut être, alors même si c'était une tribu, mais la tribu familiale, on sait bien qu'on la choisit pas. Mais néanmoins, tout ce collectif intergénérationnel est ressource pour l'enfant, en tout cas a été ressource pour l'enfant que j'ai été. Et ça m'a fait un tel bien. Je me suis dit, mais un jour, je créerai un espace qui permettra aux femmes aussi de se retrouver et de reprendre confiance en elles en étant au contact des autres femmes. Et puis la danse est arrivée assez rapidement et c'était une évidence pour moi. Je pense que aujourd'hui, on est confronté au sujet de l'identité et au Mmh. sujet du genre comme jamais. C'est un Mmh. sujet sensible et je crois que pratiquer la danse des femmes, c'est de permettre de s'assumer en tant que femme, d'aller chercher et d'aller jouer en fait avec son paroxysme du féminin, tu sais, d'aller s'amuser, Mmh. d'aller chercher dans les foulards, dans les voiles, dans cette danse ultra féminine où on joue avec tous les attributs du féminin, où on est féminine dans ses moindres cellules, de la tête jusqu'aux pieds, d'aller jouer avec le maximum pour trouver une certaine régulation, un certain équilibre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un besoin nécessaire parce que je suis issue du monde de l'entreprise et je sais à quel point on se sent obligé de se transformer, de penser comme des hommes, de se vêtir comme des hommes, d'agir comme des hommes pour donner le change. Alors que finalement, dans notre société, de quoi on a besoin? On a besoin de toute l'identité, de toutes les qualités du féminin. Et donc de créer cet espace-là, je vois bien au fur et à mesure la nécessité que cela revêt d'offrir un espace où, où être celle que l'on est, femme, mais en s'appuyant en fait sur un collectif féminin. Parce que se regarder danser les unes les autres, eh bien c'est ne pas porter de jugement, c'est laisser la place à l'identité de chacune et de faire corps ensemble pour se développer individuellement. Mmh. Merci beaucoup. On se sent transporté, hein, par tes mots. Ça donne envie. Il faut que tu viennes. Oui, oui, faut qu'on s'organise ça lors de mon prochain passage à Paris, clairement. Et alors, sur la thématique, plus particulièrement du cancer, tu Mmh, interviens, à l'Institut Raphaël en tant que danse thérapeute aussi, si je me trompe pas. absolument. Est-ce que tu peux nous dire, quelles sont les spécificités de la danse-thérapie? Peut-être pour l'expliquer aussi à nos auditeurs qui sont pas familiers avec cette pratique et les apports de la danse-thérapie dans un parcours de soins en cancérologie en particulier? Mmh.
Alors, on peut parler de ce qu'est la danse-thérapie, mais je trouve que ça peut être, si tu es OK, d'expliquer le cadre dans lequel je donne cette danse-thérapie, et c'est ce que tu disais, c'est l'Institut Raphaël. L'Institut Raphaël, j'y donne des ateliers de danse-thérapie depuis son ouverture, il y a 3 ans et demi. C'est un espace de 2000 mètres carrés situé à Levallois et qui regroupe 80 collaborateurs qui sont des médecins, des paramédicaux, des thérapeutes autour de l'idée de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative, de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la résilience, au rebond, et on offre un espace dans lequel chacun peut rebondir à son rythme. Donc, c'est ce que je te disais, on offre des parcours de soins, d'accompagnement, personnalisés, construits et co-construits avec le patient lui-même et une coordinatrice autour du bien-être. Le bien-être, cela peut être le massage, cela peut être le qigong, ça peut être la réflexologie plantaire, autour de la nutrition, et cela peut être un accompagnement en micronutrition ou en naturopathie. Ça peut être aussi, enfin c'est aussi basé sur le sport, bien sûr, à travers un coaching ou bien du sport adapté à la pathologie ou bien du yoga. C'est aussi s'intéresser aux émotions. Donc on a dit le bien-être, on a dit la nutrition, on a dit le sport. Là on parle des émotions, et les émotions, c'est évidemment un suivi par un psychologue, pardon. C'est aussi offrir des espaces d'expression grâce aux arts-thérapies, la musicothérapie, la dramathérapie, l'art-thérapie plastique et la danse-thérapie, dans lequel évidemment, l'axe dans lequel je suis très investie. Et puis il y a aussi une dernière dynamique qui moi me tient à cœur, qui est le retour à l'emploi. Et donc on accompagne le patient touché par le cancer à travers ces différents prismes. Et on prend en considération que s'occuper uniquement des cellules cancéreuses, ça ne suffit pas. Il faut aussi s'occuper du bien-être global du patient à travers ces différents prismes. Et donc, pour revenir évidemment à la danse-thérapie, la danse-thérapie fait partie des arts-thérapies. Et elle offre un espace d'expression à part entière à travers le mouvement dansé. Ok ? Notre travail en tant qu'art-thérapeute, c'est de permettre à la personne de devenir pleinement actrice d'un processus de production artistique et donc de devenir actrice de sa vie. La danse-thérapie, c'est comme l'ensemble des autres art-thérapies dont je te parlais, permet de poser un cadre en fait contenant. Il y a des contraintes, il y a des consignes, il y a des règles du jeu qui permettent paradoxalement à chacun de trouver sa liberté. Et c'est dans ce cadre qu'il est possible de jouer, qu'il est possible de mieux comprendre de soi. Si on devait l'expliquer en 3 étapes, ok ? Et tu me dis si tu comprends pas, parce que ça veut dire que nos auditeurs ne comprendront pas non plus. 3 étapes. Étape 1, tu permet au patient de toucher à son intériorité, de plonger à l'intérieur de lui-même. L'intérieur de lui-même, son monde intérieur, c'est quoi, à ton avis? Ah, il y a beaucoup de réponses à ça. C'est quoi le monde intérieur? Le monde intérieur, c'est une très bonne question. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est à la fois ses ressentis au niveau corporel, moi je dirais, ses pensées, c'est tout ce qui n'est pas manifesté à l'extérieur, mais qui est dans notre présence intérieure, que c'est Exactement. nous. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est tout ce qui n'est pas perceptible par l'extérieur. Ce sont donc des émotions qui peuvent être enfouies. Parce que les émotions, elles se voient. Quand t'es triste, ça se voit. Sauf si tu caches bien ton jeu, mais en tout cas, quand t'es joyeuse, ça se voit avec ton sourire magnifique. Complètement. Tu vois? C'est la mémoire du corps. C'est les non-dits. Et donc, c'est de permettre à chaque personne de rentrer dans son monde intérieur. Ensuite, on va donner une forme à ce monde intérieur, d'accord ? Et la forme, c'est quoi ? C'est la danse. C'est le mouvement.
c'est la chorégraphie qu'on va créer soi-même, puisque la danse-thérapie est un espace d'expression. On utilise différents exercices pour que la personne puisse à un moment donné créer son propre mouvement, va pouvoir exprimer tout cela. Et ensuite, la troisième étape, c'est de poser des mots sur ce qui a été vécu. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai tracé dans l'espace? Où est-ce que je me suis déplacée? Est-ce que je suis restée au milieu? Qu'est-ce que j'ai ressenti face à l'autre avec lequel j'ai dansé? Comment j'étais par rapport au groupe? Et toutes ces questions donnent un éclairage finalement à la personne que l'on est et à ses propres mécanismes à l'extérieur. Et prendre conscience permet finalement, et poser des mots permet d'agir tout simplement. Et voilà, donc pour exprimer ce qu'est la danse-thérapie. Alors après, on peut parler des bénéfices, bien sûr. Oui, ça peut être intéressant de les rappeler complètement. Alors, si tu veux bien, on va parler des bénéfices à travers un cas patient, d'accord? Avec grand plaisir. J'ai une patiente qui arrive dans mon groupe de janvier, très en colère, et elle me dit le cancer, c'est un tsunami. Et en effet, le cancer, il a cette différence par rapport aux autres maladies, c'est que il te met face à la finitude en quelques secondes. C'est-à-dire que tu passes de bien portant à malade avec la mort au-dessus de ta tête. Et avec une urgence dans le timing et dans le protocole de soins, qui est une urgence, une véritable course contre la montre, parce que tu dois être pris en charge rapidement, parce que sinon la maladie évolue. Donc on a ces patients qui arrivent avec cette urgence, tu vois, et cette violence vécue, la violence du diagnostic, et aussi la violence des traitements, parce que le traitement, eh bien, a une conséquence. La chimiothérapie fait perdre les ongles, les cheveux, certaines chimiothérapies. Et donc, le rapport au corps est extrêmement abîmé. Et donc, j'ai cette patiente qui arrive, qui est très en colère et qui me dit je n'aime plus mon corps. Le cancer m'a tout volé. On m'a volé ma bonne santé, il m'a volé ma relation à l'autre, il m'a volé mon emploi, il m'a tout pris. Et on entame un travail avec cette patiente qui est bien sûr dans un groupe. Hein. Chaque personne a un objectif, et l'objectif de cette patiente qu'on pose ensemble à travers un entretien préalable à la dimension collective. Elle me dit: moi, je veux retrouver ma créativité. Et ma créativité, c'est finalement retrouver mon élan vital, le fait d'avoir envie de nouveau, de désirer. J'ai envie de nouveau écrire, de nouveau de faire des choses avec mes enfants. Donc, c'est le sujet de la créativité. On travaille au fur et à mesure ensemble, et en 6 séances, et grâce à des séances de neurofeedback, c'est de la gymnastique de neurones qui est faite par mes collègues à l'Institut Raphaël. Et bien, cette patiente, elle, qui est journaliste, hein, qui a 3 enfants, se remet à écrire alors qu'elle n'avait plus écrit depuis 2 ans. Elle se remet à faire des choses avec ses garçons, et elle m'explique qu'un jour, elle crée une toile, elle demande à ses garçons de fermer les yeux, et à l'instar d'un exercice qu'on avait fait ensemble, elle a mis la musique, elle leur a mis de la peinture, et elle leur a fait créer une toile qui aujourd'hui trône au milieu du salon, et qui a été un moment mémorable où elle a recontacté sa créativité en la faisant recontacter à ses enfants. Et alors évidemment, le sujet du stress, le symptôme stress a beaucoup diminué. Là où elle était extrêmement fatiguée, elle l'est plus. Là où elle avait peur de tout, eh bien, elle a beaucoup moins peur. Et elle a baissé ses antidouleurs de 5 cachets par jour à 1 cachet par jour. Alors, si on devait parler des bénéfices de la danse-thérapie,
je crois que c'est recontacter le vivant, c'est faire l'expérience d'un corps partenaire et plus d'un corps qui semble trahir. Si tu veux qu'on parle chiffres, pour En les complément, cerveaux gauches, oui, merci. En complément. Et si ton illustration est extrêmement intéressante, merci à toi pour ce partage de cette patiente et merci à elle aussi d'avoir contribué à travers son exemple à inspirer, à donner des clés aussi à d'autres personnes qui pourraient nous écouter. Et en complément, pour d'autres cerveaux gauche, des chiffres et notamment la reconnaissance de l'OMS ces dernières années pourraient également donner matière à d'autres personnes. ouais. Alors en tout cas, à l'Institut Raphaël, on observe que sur la maladie du cancer, en suivant un atelier de danse-thérapie, on permet à une personne sur deux de voir leur douleur diminuer. Donc c'est une thérapie non médicamenteuse, sans effet secondaire, qui réduit la douleur. La danse-thérapie améliore aussi le sentiment d'isolement. On se sent moins seul. Là où c'est une maladie qui isole beaucoup. On reparlera des bénéfices un peu plus tard, parce que cette problématique de l'isolement, elle ne touche pas que les malades. La danse-thérapie réduit l'anxiété, elle réduit la tristesse, elle réduit la fatigue, elle améliore l'image de soi. Et après un cycle de 6 séances de danse-thérapie, eh bien, on voit les peurs se réduire de 75%. La peur, c'est pas rien. C'est la peur de la récidive, c'est la peur du traitement, c'est la peur de ne pas de ne pas se retrouver en tant que femme, c'est la peur de ne pas retrouver une vie normale, c'est la peur de la mort. 75%, c'est un chiffre qui est extrêmement élevé. Ouais. 68% des femmes que j'accompagne voient leur estime d'elles-mêmes, leur image d'elles-mêmes s'améliorer. C'est pas rien l'image de soi, parce que quand on sait que la maladie, que ce soit le cancer ou d'autres pathologies, mais particulièrement le cancer pour toutes les raisons qu'on s'est dites tout à l'heure, améliore l'image de soi. C'est fondamental, parce que comment on va faire pour rendre à la société et rendre à leur famille des mères, des chefs d'entreprise qui ont souffert d'une image de soi, qui n'ont pas retrouvé une image de soi satisfaisante. Parce qu'il n'est pas toujours suffisant de voir les cheveux qui poussent, c'est d'accompagner la perte des cheveux, la perte des ongles, de faire que ces femmes se sentent encore femmes malgré tout cela, et de les accompagner pendant la transition, parce que les cheveux et les ongles, ils repoussent pas du jour au lendemain. C'est long, cette transition. L'image de soi, elle s'abîme profondément. C'est long, ce temps de réhabilitation. Et c'est ce que l'Institut Raphaël propose. C'est donner le temps à chaque personne. Alors, on a des hommes et des femmes. Moi, je te parle des femmes parce qu'hélas, on a des femmes qui s'octroient le droit de danser, mais la danse-thérapie est ouverte évidemment à tous. Oui, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup. La danse-thérapie à l'Institut Raphaël, en parallèle, tu parlais tout à l'heure des formations que vous proposez. On observe que de plus en plus d'accompagnants, quelle que soit la formation, coaching, thérapie ou autre, intègrent le mouvement dans leurs approches. Ce fut mon cas d'ailleurs aussi, c'est ce qui nous a amenés à nous rencontrer, à être là aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les bénéfices d'approches plus holistiques qui intègrent le mouvement dansé pour tous, sur un public beaucoup plus large? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, pourquoi la danse et pourquoi le mouvement en plus? Tu le sais comme moi, la danse, elle se distingue d'autres approches corporelles, on va dire, parce qu'elle mobilise toute une sorte d'aptitude. Il y a l'équilibre, et à chaque fois, il faut qu'on parle de l'équilibre physique, mais à chaque fois de la dimension symbolique. Tu vois, quand tu travailles sur l'équilibre, tu travailles aussi sur la dimension de l'équilibre de vie, par exemple. Retrouver son équilibre physique,
c'est retrouver une certaine posture, c'est retrouver symboliquement l'équilibre de sa vie. La danse se distingue aussi parce qu'elle fait travailler euh, toute la dimension musculaire du corps. Elle se distingue parce qu'il y a tout un travail de coordination, d'expressivité, de respect du rythme. Elle permet aussi l'expression, le fait de pouvoir se dire, de pouvoir se raconter sans parler. On est au-delà Mmh. des mots. Et puis il y a aussi dans la danse une possibilité de protéger ses fonctions cognitives. On sait bien qu'aujourd'hui les, 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 les médecins et certaines associations recommandent la danse pour protéger les fonctions cognitives ou, euh, ou en tout cas euh, agir sur les fonctions cognitives. Et je parle notamment de la mémoire, tu vois, dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, la maladie de Parkinson, les neurologues conseillent le tango, par exemple, pour Mmh. créer de nouveaux schémas neuronaux et réduire et diminuer les effets de la maladie. Le tremblement, le fait d'avoir du mal à articuler les mots, le fait de buter sur la marche. Eh bien, la danse, c'est avéré, permet de diminuer et de ralentir la maladie surtout. Et puis il y a toute la dimension en fait, comment dire, hormonale, danser. Mais là, on est aussi sur d'autres approches qui ont aussi ce bénéfice. La danse agit comme un antidépresseur naturel, tout comme l'exercice physique, puisqu'elle libère des endorphines. Elle a cet effet Mmh. euphorisant. Mais vraiment, la particularité de la danse, je trouve, c'est ça, c'est la santé, la manière qu'elle a d'améliorer la santé du cerveau. Parce qu'elle crée en fait de la matière cérébrale. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui ont prouvé, avec deux groupes témoins, un qui danse pas et un qui danse, eh bien, celui qui danse va voir une partie de son cerveau, le cérébellum, qui va créer de la matière. C'est la seule, pour le moment, euh, discipline évaluée qui permet de créer cette matière cérébrale. Donc c'est toute la dimension en fait des bénéfices autour de la maladie, mais aussi de l'enseignement. Tu vois, quand on va comprendre que pour que nos enfants à l'école comprennent mieux, apprennent mieux, il faut mettre du mouvement. Eh ben on aura tout compris plutôt que de les gaver, de les empêcher de bouger, si tu veux. Au moment où on les met à l'école, où on leur dit mais bouge pas, et alors que mais attends en fait bouger c'est la vie. Et j'irai plus loin, Oui. plus loin. Le cerveau, dans le ventre de la mère, le cerveau du fœtus, il se construit grâce aux muscles, tu sais les contractions qu'on observe du fœtus dans les premières, dans les Mmh. Ouais. du développement du fœtus, on voit des contractions, tu sais, ce mouvement sans arrêt qui bouge. Eh bien, le cerveau, il construit ces chemins neuronaux grâce à ces pulsations. Et il y a un aller-retour permanent entre ces contractions-là euh, qui vont vers le cerveau, qui créent de la matière et qui créent des réseaux neuronaux. Ces réseaux neuronaux envoient eux-mêmes de l'information au mouvement, donc aux muscles, et donc ainsi de suite. C'est comme ça qu'on crée, c'est comme ça qu'on crée le cerveau. Donc, ce n'est pas étonnant si on arrive aujourd'hui à des prescriptions d'activité physique et j'espère bientôt à des prescriptions de danse par des médecins et avec un remboursement d'une danse choisie, d'une danse euh, euh, pensée pour des pathologies en particulier. Merci beaucoup, je l'espère aussi.
Je fais juste la mention pour nos auditeurs, dans l'épisode 15 du podcast Reconnexion, on a parlé avec Clint Lutz, fondateur de l'association Dapopa Danse pour Parkinson, du sujet de la danse inclusive. Donc si ça résonne pour vous, vous pouvez également écouter cet épisode qui est en anglais. Je fais juste le lien entre les épisodes chez Razad, je me Mais permets, oui, par rapport à Parkinson. mais Dapopa, une association extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de faire des ateliers avec eux. Écoute, tu vis un moment entre danseurs, médecins, patients qui s'intéressent à la maladie euh, différemment. Au lieu de s'asseoir autour d'une table et de faire un brainstorming sur le Parkinson, c'est ça, voilà comment ceci, voilà comment cela, en fait, on réfléchit en dansant. Et on crée de la valeur en dansant et c'est formidablement fait, proposé et on espère, je sais que tu me rejoins sur le sujet, de plus en plus d'actions et de plus en plus d'ateliers de ce type parce qu'on peut faire changer les choses, bien sûr en s'asseyant autour d'une table, mais aussi en se mettant en mouvement ensemble. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On parlait tout à l'heure de prescription pour des patients. La danse aussi à l'école, en Ouais. université, en entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu sais pourquoi j'y tiens parce que euh, un des bénéfices dont on n'a pas parlé et qui est pourtant majeur, c'est que la danse permet de créer du lien. C'est pas Oui. rien dans une société où on travaille à distance. C'est pas rien dans une société où on est face à un écran et face à son smartphone. C'est pas rien dans une société où où la perte du lien est un avenir que l'on voit se profiler, notamment sur les sujets du métaverse, etc. Mmh. Pourtant, on sait que un cerveau humain ne peut pas se développer harmonieusement et ne peut pas atteindre ses pleins potentiels s'il est seul. Si tu mets un enfant seul, et Boris Cyrulnik l'explique très bien, euh, si un cerveau de bébé n'est pas en relation, en interrelation avec d'autres cerveaux, il ne grandit pas. Il n'est pas en relation avec le monde. Euh, et donc, la danse qui crée du lien, c'est une danse qui, j'espère, investira les comités de direction. On en a fait le vœu ensemble, complètement. Exactement, parce que je crois que un chef d'entreprise est un chef d'orchestre, mais qu'il peut aussi être un chorégraphe et permettre à chacun de jouer sa musique, de jouer de son instrument, celui qu'il aime, celui qu'il connaît, celui pour lequel il est bon. À chaque collaborateur d'être un danseur, mais d'être le danseur qu'il incarne avec ses différentes euh, euh, ces différences en fait, et de lui permettre d'être la meilleure version de lui-même dans l'entreprise. Je crois vraiment profondément à, au rôle de l'entreprise dans la société. Je crois plus qu'elle soit un espace uniquement où on doit faire du cash. Et je crois que c'est un espace avant tout qui doit prendre soin des personnes parce qu'on y passe un temps fou, qui doit faire qui doit prendre soin des relations interpersonnelles parce on y passe un temps fou et qu'on est meilleur quand on est heureux au travail et quand on est dans des relations à l'autre, euh, bah, oui, plus harmonieuse. Alors ça n'empêche pas la compétition parce que on a envie de se dépasser, on a envie d'être meilleur, mais pas au détriment de sa propre santé. Aujourd'hui, quel est le pourcentage de burn-out? J'ai pas les chiffres, mais peut-être que tu les as ou on pourra les trouver.
Mais on peut pas, en fait, l'entreprise ne peut pas continuer comme ça. Alors, je dis pas que la danse est la solution. Je crois que pourtant c'est un outil qui permet d'être en relation et de se dévoiler. Quand on danse, c'est bas les masques. Le corps ne ment pas. On n'est pas dans la manière, on est juste dans le faire. On est authentique. La danse va chercher chez nous nos meilleurs, la meilleure version de nous-mêmes en fait. Elle nous rappelle à notre humanisme, à notre solidarité, parce que quand on danse face à quelqu'un, on se rend compte de sa, comment dire, hum, de sa différence, de son individualité, de ce qui change par rapport à l'autre, de ce qui est fort en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Mais ça nous met aussi face à la dimension humaine de l'autre, qui est aussi la nôtre, et donc face à un miroir qui fait que l'autre, c'est nous, comme dit Lévinas, et que ça rapproche forcément de se mettre à la place de l'autre. Complètement. Alors pour revenir sur les chiffres du burn-out, sur, une étude, que j'avais pu trouver, qui a été faite par un sondage d'empreintes humaines, on retrouvait qu'il y avait environ 2,55 millions de salariés touchés par un burn-out sévère en France et que, les femmes étaient plus atteintes. 45% des femmes sont en détresse psychologique d'après l'enquête. Les hommes sont à 33%. Donc on retrouve, aussi cette statistique qui est extrêmement importante avec, un nombre de burn-out, graves qui a augmenté en 2022 de 25% par rapport à 2021 et 2 managers sur 10 qui seraient en épuisement professionnel. Je suis complètement d'accord avec toi. Ces chiffres-là n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans et ça pose vraiment, ça pousse les organisations et les entreprises à se réinventer et à revoir aussi l'espace qu'elles créent aux organisations. D'autant plus, comme tu le dis à juste titre, que c'est s'occuper de ses employés, de l'humain et c'est rendu derrière puisque tes collaborateurs qui sont bien, qui sont alignés, sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus créatifs aussi et donnent en retour à l'organisation ce qui contribue à asseoir sa performance de façon, je dirais, saine et durable. Mm. Oui, je crois que c'est ce qu'on appelle l'accès au sens. C'est un cercle vertueux, hein, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ça. C'est du win-win. Et c'est aussi hum, euh, oui, encore une fois, une responsabilité de l'entreprise, qu'elle soit grande, moyenne ou petite, euh, de de faire les choses autrement parce que un burn-out, mine de rien, on ne sait pas comment ça va se transformer. Moi, j'ai des tas de personnes qui ont une maladie chronique grave, qui ont commencé par un burn-out. Ça coûte de l'argent à la société et ça déchire des familles entières. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut pour le monde de demain? Je crois pas, et je crois qu'il y a énormément de. Je lis beaucoup sur le sujet. Il y a énormément de dynamiques qui se font autour d'un management plus authentique, Mmh. euh, plus respectueux, pas de la ressource humaine, mais de la source humaine, et de considérer que chacun est potentiellement une source de créativité que chacun peut exprimer et me paraît juste effectivement être une urgence. Mais ça va être long, mais je ne désespère pas. Je crois que certaines personnes se saisissent du sujet, voient très bien dans quelle si on ne fait rien, dans quelle orientation va aller le monde. Et je crois que la danse, mais comme d'autres pratiques, peuvent permettre de resserrer le lien, de se sentir, de ne pas se sentir seul, de créer de l'intelligence collective, de se sentir plus fort à plusieurs. Et ça, c'est aux antipodes de la performance individuelle,
pousser les uns et les autres pour y arriver, sans prendre en considération celui qui est à côté. Donc le rôle des managers aujourd'hui, mais surtout le rôle des entreprises, c'est de donner du sens à leurs employés. Je pense que à leurs employés, à leurs équipes, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour les gens que l'on sert. C'est retrouver finalement dans chaque entreprise son why, pourquoi on fait les choses. Dès lors qu'on a du sens, on change notre manière de manager aussi. On laisse la place à la créativité, on crée de l'intelligence collective et, euh, et on change le monde. Ça, on est bien d'accord, complètement. Et j'ajouterais en complément pour les organisations que cet aspect, justement, on parle de danse pour tous, c'est aussi apporter la danse sous diverses formes et ça peut être en effet apporté sous différents formats au sein d'une organisation. On parlait de management tout à l'heure, on peut parler de prévention des risques psychosociaux en organisation. Moi, j'ai l'occasion d'intervenir sous forme de développement de skills, notamment intelligence émotionnelle et leadership authentique à travers le mouvement. Donc, il y a plusieurs manières aussi pour ouvrir, d'intégrer la danse et cette reconnexion au corps, notamment dans des métiers où rester assis plusieurs heures dans la journée derrière un écran a des impacts sur le corps et sur la santé des personnes. Avoir ces espaces-là, ça crée une autre dynamique. Et cela impacte bien évidemment les collaborateurs et l'organisation. Et puis ça crée de la contre-performance, le fait de ne pas bouger. Le cerveau, c'est pas comme ça qu'il est créatif et c'est pas comme ça qu'il est intelligent. Créer des moments à l'école, en entreprise, où on sort de sa chaise, où on fait quelques mouvements, c'est au bénéfice de la santé individuelle et de la santé collective et de la santé de l'entreprise. Tu as raison de préciser que la danse, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être effectivement des ateliers faits par des coachs et c'est exactement ce que tu fais et ça a tellement de sens. Donc, et c'est vraiment aussi la mission que se donne la danse des femmes, c'est de former les accompagnants et notamment les coachs de vie, les coachs professionnels à intégrer dans leur dynamique, c'est ce qu'on disait au début, du mouvement. Et aussi d'accompagner les entreprises à avoir ces espaces dansés. Donc ça peut être des ateliers où vraiment on réfléchit sur notre organisation à travers des ateliers, mais ça peut être aussi tout simplement des ateliers, enfin des cours tout simplement, hein, des cours je sais pas, de danse, de square dance, tu sais, où tous à l'unisson on répète le même mouvement. Quand on est 25 dans une salle et qu'on danse tous le même mouvement, qu'on tape la mesure tous ensemble, je peux te dire que quand t'as à droite et t'as à gauche, t'as tes équipes, tu te sens en faire partie. C'est comme ça, c'est physiologique. Quand on danse ensemble, on sent le sentiment d'appartenance. Et c'est important, le sentiment d'appartenance en entreprise, il est fondamental. C'est ce qui fait que la stratégie peut se développer. Quand tu as une stratégie et que tu as une étoile polaire que tu suis, si elle descend pas, elle va pas s'imprégner chez tous les acteurs, eh ben ta stratégie, ta vision, elle reste juste un doux rêve. La stratégie, elle est faite pour s'incarner. Et je sais de quoi je parle. Oui, ça j'en doute pas, ça j'en doute pas. Je préciserai peut-être juste un petit point par rapport à ce que je peux entendre autour de moi. Je remarque que beaucoup de personnes ont aussi une vision de la danse, un peu comme des cours où on suit une méthode, une chorégraphie. Je précise juste peut-être que quand on parle de danse-thérapie, de danse intuitive, de danse libre ou de danse créatrice, on est plus dans quelque part l'expression du mouvement et moins dans un schéma de répétition. Donc c'est aussi une autre dimension parce que voilà, pour ceux et celles qui diraient je ne sais pas danser ou j'ai 2 pieds gauche ou je ne m'autorise pas à danser, on est vraiment sur de la danse pour tous ou à partir du moment où on est quelque part être humain, on sait danser en fait. Oui, tu sais le proverbe africain qui dit si tu sais marcher, pardon, alors tu sais danser.
C'est exactement ça. C'est de créer des espaces suffisamment bienveillants, sans jugement, pour que chacun puisse s'exprimer et dire de soi, mieux se connaître et développer ses potentiels. Mmh. Et j'aime beaucoup une de tes phrases dans un article, dans une interview que tu as faite où tu parles de réparer les vivants. Mmh. J'ai trouvé ça très beau. Oui, parce que on était tombés d'accord là-dessus avec le journaliste. La danse, c'est le vivant, c'est l'énergie de vie, c'est la reconnexion à cette flamme intérieure dansante sur laquelle il faut juste souffler pour qu'elle réémerge. Et donc réparer les vivants grâce à la danse, c'est permettre à chacun de se reconnecter à cette flamme. Complètement. Et tous un chacun, parce que je raconte quand même la petite anecdote où on a échangé par téléphone le mois dernier, où on était toutes les 2 blessées et malgré ça, on continue à danser. Oui, toi avec un bras dans le plâtre et moi avec un pied dans le plâtre. C'est ça, exactement. Enfin, moi, c'était pas exactement dans le plat, j'avais une écharpe, c'était une déchirure musculaire et j'allais danser la salsa avec un bras. Écoute. Oui, alors moi avec un pied dans le plâtre, j'ai honoré l'ensemble de mes ateliers de danse-thérapie parce que justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en danse-thérapie, on ne montre pas, on guide. Et donc chacune et chacun peut danser sa danse. Et donc j'avais pas besoin du tout de mon pied, mais mais clairement je dansais avec mon bassin assis sur ma chaise. Euh, et, euh, et on a observé que dans le cerveau, qu'on pense danser ou qu'on danse, les mêmes zones du cerveau s'allument. Et Mmh. donc, euh, et donc voilà, danser bien sûr, penser à danser quand on ne peut pas, mais rester en mouvement et danser, c'est rester dans le mouvement de la vie. Mmh. Rester dans le mouvement de la vie. Sherazade, merci beaucoup. Avant de clôturer cet épisode, je te propose un espace libre de partage. Mhm. Voilà, si tu as envie de partager quelque chose, ce qui te vient assez naturellement. Mais ça veut dire que c'est un espace commun Toujours. à deux voix. Écoute, moi, il y a un mot qui me vient, c'est gratitude. La vie me permet en ce moment de poser des mots sur ce qu'est la danse, sur ses bénéfices, sur ce qu'est de la danse-thérapie. Euh, et je dis merci parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que c'est mon nouveau métier, même si la danse a toujours fait partie de ma vie. Et je vois tellement d'histoires extraordinaires, de personnes se révéler juste en se remettant encore une fois dans le mouvement de la vie. Et c'est à toutes ces personnes que j'ai envie de dire merci et de dédier aussi tous les fruits de mes réflexions. J'ai sans arrêt essayé et j'essaye encore de trouver la meilleure manière d'un côté d'enseigner la danse, d'un autre côté d'accompagner les individus par la danse. Et c'est grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées que j'ai pu poser des mots sur ce qu'est la danse, mais aussi créer une méthode qu'est la danse des femmes, mais créer aussi un accompagnement très personnalisé pour les maladies chroniques, en particulier pour la maladie du cancer. Donc voilà, gratitude. Gratitude. Merci à toi d'avoir été mon invité pour cet épisode et à très bientôt. Merci pour ton invitation, Dounia. C'était un plaisir. Je te dis à très vite. Salut. Bye. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté ? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion,
l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.